Merci beaucoup. Merci à la direction fédérale de l'invitation. Je me souviens de cette salle, je suis déjà venu ici. C'était peut-être sur un sujet comme Gorbatchev ou l'Union soviétique, enfin ça remonte. Donc l'exposé aujourd'hui que je voudrais vous faire, c'est ce qu'on vient de dire, mieux connaître le Rassemblement national pour mieux le combattre. Et vous allez voir, enfin, maintenant que je m'occupe de ce dossier-là depuis plusieurs semaines, ce sont des gens malins, démagogues et dangereux. Alors je vous propose dans cet exposé plusieurs pistes. La première, c'est, je vais rappeler le contexte et quelques, disons, des idées générales sur l'extrême droite. Donc contexte où prospère le Rassemblement national. La deuxième piste, ce sera de revenir sur le bilan du groupe RN à l'Assemblée et au Parlement européen. Hier, il y a eu une petite révélation là, sur l'inaction, l'inutilité de ces gens-là. Le troisième thème, c'est où en est ce parti. Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il n'a pas changé? Donc on va évoquer quelques éléments de son programme, y compris sur le plan de l'écologie, sur le plan du féminisme. Et puis on verra en quatrième et dernière partie que les possédants, c'est-à-dire ceux qui dominent, ceux qui ont l'argent, eh bien depuis quelques mois, voilà, on verra plus précisément, sont en train de prendre contact avec le Rassemblement national, comme si à la fois il redoutait et il se préparait à son arrivée au pouvoir. En conclusion, je dirais deux mots sur ce qu'on appelle le glissement à droite, la droitisation, parce que je trouve que c'est un sujet à débattre. Donc, chapitre 1, si vous voulez, le contexte. Je dirais d'abord que si le Rassemblement national prospère, c'est parce que la crise prospère. Ça semble une évidence de le dire comme ça, mais il faut le dire, il faut le répéter, le Rassemblement national est un enfant de la crise. C'est un fruit mauvais de la crise. Et je crois qu'il n'y a pas de remède miracle au Rassemblement national si on ne règle pas le problème de la crise. Donc régler le problème du Front national, c'est régler la crise. Ça, c'est une question, je trouve, qui est importante. Tout ce qui nourrit la crise, demain, nourrira le Rassemblement national, de fait. Autrement dit aussi, tout ce qui pourra être fait contre la crise va le faire reculer. Je dirais que le Rassemblement national prospère dans un environnement idéologique qui bouge beaucoup. D'abord, on est dans le cadre d'une droitisation, terme sur lequel je me permettrai de revenir à la fin de cet exposé. Et puis surtout, il prospère sur un climat de déclassement, sur un climat d'intolérance, un climat de racisme aussi et de xénophobie. À ce propos, j'ai tout de suite envie de poser la question, au fond, est-ce que les Français aujourd'hui sont plus racistes qu'il y a 10 ans? Ce qui est sûr, c'est que les vrais racistes l'ouvrent. Ils ouvrent leur bouche. Avant, ils se taisaient, avant, ils craignaient un peu de dire des choses. Aujourd'hui, le vrai raciste, il n'a plus de complexe, il y va. Mais je ne dirais pas que les gens, globalement, sont plus racistes qu'avant. J'ai même plutôt l'impression, en regardant les nôtres, les jeunes, les nouvelles générations, que ce n'est pas tout à fait ce qu'on constate. Et ça, c'est plutôt un élément positif, un élément important à prendre en compte. Le Rassemblement national surfe sur ce qu'on appelle la crise de la politique, le recul du sentiment collectif, le chacun pour soi, ça c'est un élément important. Il est en prise de plus en plus directe avec les médias, c'est assez incroyable de voir
par exemple, le scénario qui s'est passé pour cet hebdomadaire qui s'appelle le Journal du Dimanche. Le Journal du Dimanche qui était, disons, un canard de centre droit, macronien sur les bords, et puis qui, sur injonction de Bolloré, vieux catholique de droite ultra, impose une rédaction en chef qui, elle, est d'extrême droite. Donc ça s'est passé en France au printemps, à l'automne 2023. Donc ça aussi, c'est un élément important qui encadre, si je puis dire, le phénomène Rassemblement national. Je dirais encore que le Rassemblement national profite d'une crise morale. Moi, je trouve, mais c'est un sentiment personnel, je trouve que cette crise morale s'est accentuée avec le confinement. Je trouve que les gens ne sont pas tout à fait sortis de la même manière du confinement qu'ils y étaient rentrés. Je trouve que ces gens, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, se sont retrouvés en face d'eux-mêmes. Il n'y avait plus on dirait, de grandes structures d'encadrement. Et il y a eu comme alors, ceux qui avaient un esprit critique, on va dire, nous notamment, eh bien, ils ont peut-être travaillé leur esprit critique. Mais ceux qui étaient sensibles à un air du temps, je crois qu'ils sont sortis de cette affaire comme une espèce d'anarchisme de droite, une espèce de remise en cause de toutes les règles. On était contre le vaccin, on était contre la science, on était contre le progrès. Ça aussi, c'est une France de l'après-confinement qui favorise une espèce de climat pro-Rassemblement national. Et puis, je crois aussi que le Rassemblement national profite de la radicalisation d'une partie de la droite et de la radicalisation d'une partie de la bourgeoisie. Par exemple, moi, j'ai regardé une étude sur les jeunes qui ont suivi le pape au Portugal pour les JMJ d'il y a quelques semaines. Eh bien, on s'aperçoit que ce sont des jeunes beaucoup plus BCBG qu'avant. C'était plus tout à fait, dans les jeunes qui étaient là, c'était plus tout à fait la génération témoignage chrétien et compagnie. C'était des gosses de riches, souvent. Et c'était des gosses de riches qui avaient des préoccupations de gosses de riches, des préoccupations très personnelles, très spirituelles, certes, mais très enfermées sur elles-mêmes. Et ça aussi, c'est un élément, je pense, qui participe d'un air du temps. Voilà, donc poussée de l'extrême droite qui est favorisée par tout ça, poussée de l'extrême droite qui a aussi des caractéristiques internationales. Tu me disais tout à l'heure que je n'avais pas fait attention. En Argentine, c'est l'extrême droite qui vient de gagner. Vous voyez, c'est un élément quand même important. Alors, encore quelques remarques générales avant d'attaquer le détail. La définition, qu'est-ce que c'est l'extrême droite ? Parce que, vous voyez, c'est un vocabulaire qui se promène un peu partout, mais si l'extrême droite est partout, il n'y a plus d'extrême droite nulle part, quoi. Il faut définir quand même notre objet. Alors moi, je retiens la définition d'un sociologue qui s'appelle Camus, Jean-Yves Camus, sociologue tout à fait intéressant, et il dit que l'extrême droite, c'est un courant antidémocratique. C'est un courant qui est opposé à l'égalité. C'est un courant qui est associé au racisme, à la xénophobie, à ce qu'il appelle le nationalisme d'exclusion. J'aime bien cette phrase de nationalisme d'exclusion, c'est-à-dire ce n'est pas le sentiment national, mais c'est le fait les autres qu'ils se cassent, quoi. C'est un mouvement qui surfe sur les théories complotistes et c'est un mouvement foncièrement autoritaire. Autrement dit, je pense que entre l'extrême droite, il y a une opposition frontale à la devise liberté, égalité, fraternité. Bon, tout ce qu'on vient de dire n'explique pas encore complètement ce qui fait la force du Rassemblement national. Ils sont suffisamment malins pour apparaître aux côtés des intérêts populaires.
En tous les cas, c'est comme ça qu'il la joue, parce qu'en fait, je suis persuadé qu'il s'en contre-foot, mais c'est comme ça qu'il la joue. Il s'ancre sur les frustrations, il s'ancre sur le sentiment de délaissement, de déclassement, enfin des choses que dont vous êtes le témoin dans les expériences militantes que vous pouvez faire sur ce genre de personnage. Dans l'idéologie du Rassemblement national, il y a deux éléments qui sont importants à prendre en compte. D'abord, ni droite ni gauche. Voilà, ça c'est sa philosophie. C'est beaucoup plus la philosophie du RN que de Zemmour, mais c'est la philosophie très forte du RN. Voilà, c'est une posture facile, parce que depuis 20-30 ans, une grande majorité de l'opinion considère que ni droite ni gauche. Il faut se rappeler quand est né le Front National. Il est né au milieu des années, enfin pas au sens administratif, mais au sens électoral. Il est né au milieu des années 80. On venait de faire l'expérience Giscard, puis on a fait l'expérience Mitterrand, et comme ça ne marchait ni l'un ni l'autre, il y a eu tout de suite Le Pen qui a sauté sur l'idée, eh bien vous voyez, ni droite ni gauche, tout ça c'est la même chose. Donc c'est un sentiment qui remonte à loin et qui s'installe assez solidement dans l'opinion. Ici, je ferai deux remarques. D'abord, je l'ai dit, le RN se distingue de Zemmour, on en dira un mot tout à l'heure, ou peut-être dans le débat. Zemmour, lui, il vise un électorat plus huppé. Zemmour ne fait pas trop dans le populaire. Zemmour, c'est le 16e arrondissement. Zemmour, c'est Nice. Zemmour, c'est une branche de la droite très arrivée, très installée. Le deuxième élément, c'est que sur ce thème, ni droite ni gauche, il y a beaucoup de gens qui surfent. Macron, c'est un petit peu je trouve plus le mot, ça. Voilà, son angle d'attaque, à gauche, à droite, moi je suis en même temps, etc. Les insoumis, souvent, ils ont utilisé cet élément, droite-gauche, attention. Bon. Le deuxième élément important, c'est que si le Rassemblement national nie la lutte des classes, dans son propos, il ramène tout le temps le thème de l'élite. Je vais boire un coup parce que je suis sec là. Il ramène beaucoup le thème de l'élite. Alors c'est le peuple face à l'élite, voilà. C'est le bloc populaire face au bloc élitaire. Si vous allez sur les sites d'extrême droite, ça revient très souvent. Ce qui n'est pas loin d'ailleurs d'un discours, là aussi, insoumis sur bloc populaire, bloc bourgeois. Bon, ça c'est encore autre chose. Mais je crois que ces concepts nourrissent la confusion, parce qu'on singe une lutte de classe avec de fausses oppositions. C'est quoi l'élite ? C'est quoi l'élite ? C'est le voisin qui a une grosse voiture, c'est l'élu du quartier, c'est Mbappé, c'est les gens des villes pour les gens des campagnes. Hein. L'élite, c'est quelque chose de très élastique. Hein. Je rappelle que nous, enfin les communistes à une époque, nous avions le slogan d'Antoine Vitesse, élitaire pour tous. Et je pense que c'est un beau projet, ça, d'amener l'ensemble à une élévation à partir d'une appropriation de savoir, de culture, etc. Donc voilà, fin des remarques générales sur l'extrême droite. Deuxième chapitre, le groupe Rassemblement national. Rappelez déjà ce chiffre terrible de l'année dernière. Marine Le Pen, 41%, 13 millions de voix, le deuxième tour. Et aux législatives, donc, 89 députés, en fait, 88 et aujourd'hui peut-être 87, je ne sais plus.
Un tiers sont des femmes. La moyenne d'âge, c'est 48 ans. Le plus jeune est né en 43. Le plus âgé est né en 43, le plus jeune en 99. Ils sont tous ethniquement conformes, si j'ose dire. Ils ont utilisé tout de suite une propagande très forte et très relayée par les médias. Première propagande, les élus sont d'origine populaire. Or, c'est faux. Et je me suis amusé assez vite lorsqu'on a eu la biographie de ces gens, de voir un peu où ils en étaient. Ce sont essentiellement des cadres. Cadres du privé, cadres du public, très nombreux avocats. C'est sans doute la profession la plus importante du groupe, avocats. Et lorsque chez eux, il peut y avoir des problèmes de place pour tel ou tel avantage, on voit tout de suite que c'est le plus avantagé socialement qui l'emporte. Par exemple, là, une certaine Hélène Laporte, que vous voyez peut-être parfois à la télé, qui est vice-présidente de l'Assemblée nationale, elle est gestionnaire de biens. Son mari est chirurgien. Enfin, vous voyez, c'est un type de bourgeoisie quand même assez caractéristique et ça en est assez loin de l'imagerie populaire qu'ils ont voulu nous montrer. On nous a dit encore, oui, mais eux, c'est la France profonde, c'est les gens d'en bas, etc. Là aussi, quand vous regardez, par exemple, Chenu, qui est l'autre vice-président de l'Assemblée, c'est la coqueluche du tout Paris, c'est la mondanité fait homme, donc c'est très mensonger cet argument de la popularité. Autre argument, souvent ils sont vierges en politique. C'est faux. C'est faux. La plupart ont déjà été candidats, beaucoup ont déjà été élus. Il y avait chez eux beaucoup d'attachés parlementaires qu'ils ont mis au dernier moment et qui malheureusement ont été élus. Il y a des générations chez eux de fils et de petits-fils de militants, certains qui ont une histoire solide, hein, on y reviendra. Autre élément du groupe, c'est des militants. Là aussi, on remarque que tout le bureau politique du Rassemblement national fait partie du groupe des élus. Dans le personnel d'encadrement, c'est encore pire, si j'ose dire. Par exemple, le secrétaire général du groupe s'appelle Renaud Labaye, L-A-B-A-Y-E. Ce type est un Versaillais pur jus, il a fait toutes les grandes écoles, il a fait Bercy, il a été longtemps dans la Manif pour tous, c'est un catho traditionnaliste et c'est un grand amateur de la messe en latin. Et même dans son propre groupe, il y a des petits coups de jalousie et on dit Labaye, il est passé de servir la messe à servir Marine. Bon, j'avais un autre nom tout à fait intéressant. Il s'appelle Gilles Penel, P-E-2-N-E-2-L-E. On connaît Marine Le Pen, qui est la patronne. On connaît celui qui est le secrétaire général. Mais le directeur général, depuis 2023, s'appelle Gilles Penel. Il est né en 1962. Il adhère, lui, au FN dès 1987. Il est membre d'un groupuscule païen qui s'appelle Terre et Peuple. Terre et Peuple. Allez faire un tour sur Internet, vous verrez, mouvement racialiste. Et qu'est-ce que j'avais noté de lui? Oui, sur France 3 en Bretagne, parce qu'il a été élu en Bretagne, lors d'un colloque sur la Turquie, il disait « Si nous ne faisons rien, ils, c'est-à-dire les Turcs, s'installeront dans nos cathédrales, ils coucheront avec vos filles. » Or, ce type, encore une fois, il est nommé directeur général du Rassemblement national en 2023, Gilles Penel. Donc,
autre caractéristique de l'évolution du Rassemblement national, c'est qu'ils ont phagocyté tous les jeunes cadres des partis qui étaient à un moment proches du Rassemblement national. Ça a été notamment le cas du parti de Dupont-Aignan, Debout la France. Il y a eu à un moment une espèce d'accord électoral entre les uns et les autres. L'accord n'a pas donné, mais à la suite de cet accord, il y a eu, comment dirais-je, un phagocytage complet de plusieurs centaines de cadres qui étaient souvent des jeunes gens et qui sont devenus très vite la nouvelle génération montrée par Le Pen. Donc ce sont des jeunes opportunistes qui sont capables d'afficher la croix de Lorraine, qui sont malins, qui sont Ménager, hein, Thomas Ménager, qui est votre voisin, si j'ose dire, que nous irons voir demain d'ailleurs. C'est des jeunes technocrates, et puis qui la jouent. Ah, nous, on n'a pas d'histoire avec le FN. Nous, on vient d'arriver. Vous voyez, c'est génial. C'est-à-dire que à la fois, ils sont tout de même l'expression de ces idées les plus vieilles, les plus dures et les plus non humaines quand même. Et en même temps, ils disent non, non, nous, c'est pas notre histoire. Nous, on vient d'arriver. Donc, eux, ils sont arrivés, ils ont joué la tactique de la cravate, comme on dit. Hein. Ils ont voulu la jouer propre, pondérée, respectable. En même temps, on voit bien que c'est difficile pour eux de faire l'impasse sur l'histoire. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que malheureusement, jamais depuis 1945, il y a eu autant de cadres d'extrême droite dans des postes importants de la République. Là, tout de même, ils ont 2 vice-présidents de l'Assemblée nationale, ils ont une série de gens dans les commissions. Tout ça, ce sont des postes importants qui leur permettent de pousser l'entrisme, de se faire voir, de se prendre en photo, de développer les relations, de multiplier les gestes. Tout de même, il faut savoir que l'extrême droite française, qui a une vieille histoire, qui a tenté de prendre le pouvoir en 1934, mais qui ne l'a pas eu parce qu'il y a eu le Front populaire, mais qui finalement arrive en 1940 avec la divine surprise de Pétain, cette extrême droite, elle est totalement disqualifiée en France en 1944. Quand on était d'extrême droite en 1944 en France, on était en tôle, on était fusillé ou on se cachait. Et penser que ces gens ont su retomber sur leurs pieds, c'est tout de même assez impressionnant. Et on verra qu'il y a des étapes, la guerre d'Algérie, etc. Donc je le disais, leur politique, c'est un peu critique, un peu constructif. Un peu critique, un peu constructif. Ni gauche ni droite. Je regardais la brochure de Ménager. C'est tout à fait caricatural de cette manière de jouer sur tous les tableaux en même temps. Mais franchement, c'est purement démagogique. Et alors, le hasard a voulu que hier, dans la presse, est tombé un rapport interne du Rassemblement national sur leur groupe au Parlement européen. Et c'est un rapport qui, en fait, n'aurait pas dû être rendu public, mais qui est destiné à alerter leur direction en disant « Attention, on est en train de se planter ». Et alors, quand vous regardez, vous apercevez que ils ont été le seul groupe à voter contre la taxe sur les bénéfices exceptionnels à l'encontre des compagnies d'énergie, le Rassemblement national, alors qu'ils nous font un cinéma dans toutes leurs brochures ménagées encore sur taxer les grands groupes. Ils se sont abstenus lors de la résolution sur l'égalité salariale homme-femme.
Ils se sont abstenus encore sur un autre enjeu qui est tout aussi extraordinaire. Évidemment, systématiquement anti-écolo, anti-développement social, etc. Donc ça, c'est encore des éléments importants qui viennent enrichir leur dossier. Évidemment, c'est un adversaire qui est difficile à saisir parce qu'il est capable de jouer sur tous les tableaux à la fois. Alors on va voir maintenant, troisième partie, le parti justement. Alors est-ce que ce parti a changé? Alors oui, il a changé. C'est-à-dire, il ne va plus faire les jeux de mots à la Le Pen du Rafour crématoire. Il a changé, il ne va plus faire leur procession à Jeanne d'Arc de tous les ans. Il a changé, il s'affiche comme un grand ami d'Israël. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais on se dit, ils sont très amis d'Israël parce que pour eux, si Israël s'en prend aux Arabes, c'est bon. Et là, j'ai retrouvé une espèce de filiation qui s'est passée dans l'extrême droite française. L'extrême droite française n'a jamais accepté la fin de la guerre d'Algérie. Et dès qu'ils ont pu manifester d'une manière ou d'une autre une espèce de revanche anti-arabe, ils l'ont fait. Et j'ai retrouvé par exemple des manifestations dès les années 70 où participent pro-Israël, où participait Tixier-Vignancourt. Vous vous rappelez peut-être de Tixier-Vignancourt qui était le grand ancêtre de l'extrême droite. Eh bien, il y a cette espèce de filiation qui, à mon avis, nous conduit jusqu'à aujourd'hui. Pensez que ces gens, lorsque nos députés, il y a 6 mois, ont proposé une résolution sur la Palestine, sur la création d'un État palestinien, on se fait traiter d'assassins par eux. C'est tout de même fort de café. Et donc, là, on voit bien aussi un des éléments de la recomposition et de la manière, de la tolérance dont bénéficie ce parti aujourd'hui. Donc, oui, alors fini les propos homophobes, bien sûr, et ils ont des personnalités influentes du milieu homo dans leurs élus, par exemple. Et en même temps, le RN n'a pas changé. Il n'a pas changé. Premièrement, il a toujours le même logo. C'est pas rien ce logo. Cette flamme, d'où elle vient du Front National. Et au Front National, d'où il vient du fasciste italien. C'était les faisceaux. Les faisceaux, vous savez, cet assemblage voilà. Et bien, faisceau, FN, RN, et aujourd'hui, leur symbole partout, c'est le logo. Et puis en même temps, franchement, il ne faut pas gratter beaucoup pour que derrière les gens propres sur eux, cravatés, voire avec la petite médaille gaulliste, on trouve des vieilles canailles fascistes. J'ai donné l'exemple de Gilles Penel, je pourrais en donner beaucoup d'autres. Il y a systématiquement, quand on entend parler du GUD. Le GUD, vous vous rappelez, c'était cet ancien syndicat étudiant d'extrême droite. Eh bien, il est clair que quand vous regardez tout ce qui est de l'infrastructure du parti, par exemple, vous organisez un congrès, vous avez besoin de machines, d'invitations, de repas, etc. Eh bien, ça, c'est tenu par des anciens du GUD. Et on les revoit systématiquement, ces gens qui sont pas... ils n'apparaissent pas sur CNews ou à la télé. Ils ne font pas partie des gens qui parlent, mais ils sont là. D'ailleurs, ça me fait penser à autre chose, à ces gens qui parlent. Il y a
80-90 élus Rassemblement national. Franchement, vous êtes capable d'en citer combien? 4, 5? Les autres, c'est silence. Et heureusement qu'ils leur disent de se taire, parce que ça serait assez redoutable les conneries qu'ils seraient capables de dire, ces gens-là. C'est-à-dire que vous avez un groupe qui est tenu de manière militaire par la Le Pen et par son Bardella, et ne parle qu'un petit clan, femmes, hommes, de jeunes technos qui ont les mots qu'il faut. Et on sait très bien que si tout le groupe s'exprimait, d'ailleurs chaque fois qu'il y a une voix qui s'élève comme ça de manière spontanée, c'est l'horreur, c'est qu'ils retournent en Afrique, l'Algérie, l'OAS, c'était pas mal, etc., etc. Voilà, ça c'est un élément aussi qui montre que si on gratte un peu, ils n'ont pas changé. Ils ont changé et ils n'ont pas changé. Alors, on dit aussi que leurs députés, lorsqu'ils sont en session, et surtout s'il y a la télé qui est là, ils sont très polis. Lorsqu'ils sont en commission et que ce n'est pas filmé, ils se lâchent, comme on dit. Alors maintenant, quelques mots sur leur projet. Ils sont capables de parler de tout. Par exemple, moi j'ai lu avec intérêt le recueil de 10 pages de Ménager, puisqu'on va en parler demain, et il parle de tout. Il parle comment ça s'appelle, vous savez, quand les vides-greniers. Alors il adore les vides-greniers, il y a 3 pages sur les vides-greniers. Il adore, enfin il est très attentif à parler comment ça s'appelle, c'est les trucs écolos là. Pour le... Alors, oui, oui. Donc là aussi, il y est, mais les grands enjeux qui sont les enjeux du Rassemblement national, c'est-à-dire premièrement l'immigration. Pour eux, c'est le thème premier et dernier, c'est le thème number one, l'immigration. La responsabilité, c'est l'immigré. Deuxièmement, l'islamisme. Et troisièmement, il faut un peu plus d'ordre et puis, pourquoi pas, la perpétuité. Eh bien, ces 3 éléments, vous pouvez les chercher dans les 10 pages de Ménager. Pas un mot. Pas un mot sur l'immigration. Pas un mot sur l'islamisme, pas un mot sur serrer la vis. Par contre, une capacité à recueillir des éléments à droite et à gauche qui sont dans l'air du temps, etc. Un autre élément qui, moi, me frappe, et je pense que si demain nous allons vers... voilà, une société dirigée par des gens comme ça. Premièrement, ça sera une société, à mon avis, plus instable et plus en tension, parce qu'ils vont jouer les divisions, les uns contre les autres. Et ils divisent tout le temps. C'est-à-dire, ils divisent... ça aussi, ça m'a étonné dans le Canard de Ménager. Ils divisent les villages contre les villes. Ils se montrent, la faute, ça ne va pas dans les villages, c'est la faute des villes. Ils divisent les circonscriptions de sa circonscription avec Orléans. Alors à Orléans, il y a des trucs, mais c'est toujours pour Orléans, etc. Vous voyez, cette manière de diviser, d'opposer les gens. Donc, ce n'est pas seulement les Blancs, les Noirs, les Arabes, les Juifs, c'est un principe de division qui est dans leur gène, quoi, qui est une façon de gouverner pour eux. Donc ça va être un problème si jamais ils arrivent. Un deuxième problème, ils sont anti-femmes. Ils sont anti-femmes, ils sont résolument anti-féministes. Alors évidemment, c'est Marine Le Pen, donc ça cache l'enjeu. Mais si vous regardez l'idéologie de l'extrême droite et la manière dont ils s'expriment, d'abord, ils ont tous une histoire
tous une histoire plus ou moins liée avec la Manif pour tous, avec... ils étaient contre l'IVG et il a fallu un débat de chiens chez eux pour que la moitié du groupe vote l'IVG et l'autre moitié se débine, y compris Marine Le Pen. Je pense que dans l'idée d'un type ou de quelqu'un d'extrême droite, la femme, elle est au foyer. C'est une vieille idée qui fonctionne encore. Je m'aperçois que c'est une idée qui est utilisée par Meloni, extrême droite qui est au pouvoir en Italie, certes femme, donc là aussi, vous voyez, on masque un peu l'enjeu, mais l'idée, la femme, le rôle de la femme, c'est d'être au foyer, c'est une idée qui est utilisée et qui suscite de formidables polémiques en Italie aujourd'hui. Voilà, donc ça aussi c'est un élément important. Et je continue. L'écologie, voilà, ils s'attachent maintenant, ça n'a jamais été leur dada à l'extrême droite de s'intéresser à l'écologie. Longtemps, ils ont eu une politique qu'on appelait le localisme. Je me souviens d'avoir suivi le responsable chez eux de ce sujet qui s'appelait Hervé Juvin. C'était un député européen et il était très remonté contre la mondialisation et le capitalisme, etc., etc. Le problème, c'est qu'une fois qu'il a été élu, il était obligé de donner ses revenus. Et lorsque vous regardiez les revenus d'Hervé Juvin, vous aperceviez qu'il était pété de thunes, comme disent les jeunes aujourd'hui. Il était extrêmement riche et il n'en finissait pas d'accumuler les actions de tous les groupes importants du CAC 40, voire des groupes étrangers. Donc voilà, là aussi, bel exemple de double langage. Alors lui, je crois qu'il a eu un problème de violence conjugale, on l'a viré. Mais donc ça c'était la première époque, le localisme. Aujourd'hui, c'est un certain Andrea Cotarac, qui est un ancien insoumis d'ailleurs, qui s'occupe chez eux de l'écologie. Et alors, sous prétexte de ne pas déranger des traditions françaises, pourquoi pas, leur discours dominant, c'est de dire on exagère. Le GIEC exagère. La crise climatique, ils exagèrent. Il doit y avoir moyen, avec des méthodes techniques, de régler ça, ce qui est une illusion. Et il y a aussi ce qu'on appelle chez eux l'agrarisme, c'est-à-dire que ils opposent le citadin et l'urbain. Ça, c'est un principe très, très, très important, mais je l'ai déjà dit. Politique extérieure. Eh bien, je trouve que nous avons en ce moment une actualité qui vient bien nourrir la discussion là-dessus. Le discours de Le Pen, c'est De Gaulle. Mais quand on regarde sa politique à l'égard d'Israël, par exemple, on est loin de Gaulle. On est même beaucoup proche de Netanyahou et des Américains. La politique du Rassemblement national sur le Proche-Orient est carrément pro-américaine. Non ? Et donc, comment arriver à vendre leur idée d'indépendance, de non-alignement, de néo-gaullisme, alors qu'ils sont sur cette ligne-là. Je pense que c'est aussi un élément de débat important. Et donc, je reviens là sur ce que je disais, la guerre d'Algérie,
ce sentiment qu'ils n'ont jamais oublié, cette déchirure pour eux, qui fut la fin de la guerre d'Algérie. Et je trouvais cette phrase, c'était de Minute, vous vous rappelez, Minute, c'était leur organe il y a quelques années. Et on disait, avec les Arabes, une seule politique est possible, c'est celle de la trique et du coup de pied au cul. Donc ça, c'est une conception de l'extrême droite en matière de politique étrangère. Alors malheureusement, ce parti se porte mieux puisqu'ils ont eu ces résultats électoraux. Ces résultats leur ont procuré pas mal d'argent, ça leur a permis de régler pas mal de dettes. On dit qu'ils seraient passés de 35 000 à 50 000 adhérents. Bon, les chiffres sont à prendre avec prudence. Ils ont lancé une école de formation. Ils sont très attentifs à la formation de leurs élus. Et à mon avis, si vous connaissez des élus RN, vous voyez assez vite comment ils fonctionnent, comment ils multiplient les contacts, comment on sent qu'il y a là une structure qui est pensée, qui est organisée, qui vient de leur machinerie. L'homme qui joue un rôle important là-dedans s'appelle Jérôme Sainte-Marie. Et peut-être vous vous souvenez de lui, il fut, Jérôme Sainte-Marie, un grand responsable d'école de sondage. Pendant longtemps, chaque fois qu'il y avait un sondage, on donnait la parole à Jérôme Sainte-Marie. Et ce type, en fait, était un militant, un adhérent du Rassemblement national. Et lui, il doit passer sa vie à regarder les sondages et à dire il faut qu'on parle un peu plus de ça, ça marche bien, il faut qu'on s'occupe un peu plus des cadres, il faut que ceci, il faut que cela. Donc voilà, ça c'est... alors maintenant, le dernier élément, moi je trouve que depuis plusieurs mois, les possédants, ceux qui se retrouvent dans des structures de pouvoir économique, social, idéologique, les possédants se disent que peut-être il va falloir travailler avec Le Pen et avec l'extrême droite. Et depuis plusieurs mois, on sent, si on regarde bien, qu'ils sont en train de préparer le terrain. La première étape, c'est celle qu'on voit systématiquement, c'est-à-dire l'imprégnation dans les médias d'idéologie d'extrême droite. CNews, Bolloré, une quantité de... Et puis si vous avez... Avoir les médias, c'est évidemment faire passer vos idées, mais c'est aussi fixer l'ordre du jour. C'est-à-dire, si vous avez les médias, eh bien, vous faites en sorte que tout d'un coup, tout le monde ne parle plus que de l'immigration. Et l'immigration, c'est le sujet absolu du début à la fin. Il n'y a plus rien au monde. C'est quoi les retraites, le social, mais on s'en fout. Immigration, mais c'est ça aussi tenir les médias. Et il y a des gens qui ne sont pas forcément membres du RN, mais qui sont exactement sur cette même ligne-là, et qui sont, on connaît Bolloré, etc. La deuxième étape, je trouve, de cette rencontre entre les possédants et le RN, c'est le patronat. Pendant longtemps, le grand patronat s'est dit « Oh, ces types-là, ils ne sont pas très sérieux ». Maintenant, ils sont toujours, à mon avis, persuadés qu'ils ne sont pas sérieux parce qu'entre nous, ils sont totalement incompétents. Mettez un Rassemblement national à n'importe quelle responsabilité, vous verrez, vous ne serez pas déçus du voyage. Ils sont incompétents. Mais ça ne se voit pas parce que ça participe d'un environnement idéologique où ce n'est pas l'enjeu de la compétence, ce n'est pas de ça qu'on parle. On disait, entre parenthèses, que Mélanie était super incompétente.
elle est au pouvoir, elle est encadrée, il y a les gens qui savent, qui sont autour d'elle, il y a Bruxelles qui est pas très loin, etc. Donc le thème compétence-incompétence, c'est malheureusement un thème très, très élastique. Donc, moi, je dis que depuis plusieurs mois, le pouvoir économique est en train de chercher les contacts discrets mais réels avec eux. Alors, il y a plusieurs canaux pour ça. Le premier canal, c'est le groupe RN à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que là, ils ont une voie en or pour multiplier les contacts, inviter l'air de rien. Et on l'a vu, par exemple, au moment du débat sur l'inflation, sur la crise alimentaire. À un moment, le RN a fait semblant d'être copain des paysans. Mais en fait, on voit bien qu'ils sont cul et chemise avec les gros de l'agroalimentaire. Et ils ont reçu un certain nombre de dirigeants de cette association. Et il y a même eu cette fameuse photo avec Michel-Édouard Leclerc, et qui était tout de même une belle prise pour eux. Les autres seront plus discrets et ne seront pas sur la photo. Et je dirais que le deuxième canal, c'est une structure patronale qui s'appelle ETHIC. E-T-H-I-C. C'est une structure qui est plus modeste que le MEDEF, mais dans laquelle il y a le fric. Il y a les gens d'argent, ils sont là. Cette association est dirigée par une certaine Sophie de Menton. C'est elle qui dirige l'opération. Depuis 2017, elle organise des rencontres régulières entre l'état-major RN et les grands patrons. Dès 2017, elle commence dans ce milieu-là, à dire que attention, ça change, c'est pas son père, elle est beaucoup plus ouverte, etc. Et j'ai retrouvé au moins 3 réunions importantes. Une première en 2017, donc ça remonte déjà à quelques années. La deuxième, c'était le 27 janvier 2022. Elle fait se rencontrer le grand patronat et la direction du RN au cercle interallié. Et comme cette femme de Menton est bavarde, on retrouvera dans une revue qui s'appelle Causeur, revue du 31 janvier 2022, tout le détail de cet échange, où, ah là là, qu'est-ce qu'ils sont plus fréquentables, qu'est-ce qu'ils comprennent bien les soucis des patrons. Alors, j'ai noté notamment ces formules incroyables, c'est elle qui parle dans Causeur sur ce qu'aurait dit Marine Le Pen sur les immigrés, par exemple. Elle dit « OK pour que les chefs d'entreprise emploient des émigrés à condition que, s'ils sont sans papier, ils repartent d'abord dans leur pays et ne reviennent que si le chef d'entreprise français en formule la demande avec une promesse d'emploi à la clé. » Vous voyez, c'est d'une facilité, d'une évidence absolue. Donc voilà. Et puis on retrouvera le 17 octobre 22 la même de Menton, qui réunit 10 grands patrons et 10 membres de la direction du Rassemblement national. Et puis, on va voir, alors là, je vous recommande une étude d'un certain Gilles Ivaldi du CNRS. On va voir que systématiquement, au fur et à mesure de ces rencontres, le programme du RN va bouger, va être de moins en moins social, fini les augmentations de salaire entre 2017 et 2022, fini les promesses de sauvegarder la statut de fonction publique, etc., etc. Enfin là, je vais un peu plus vite. Voilà. Et puis, je crois, donc, l'étape média, l'étape patronat, l'étape politique. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, vous allez avoir des personnalités politiques de plus en plus responsables qui vont dire « Mais écoutez, on peut s'arranger avec eux. » Et celui qui lance ce mot d'ordre, c'est Sarkozy. C'est lui qui est à la pointe
Sarkozy est sans doute déçu de ne pas avoir fait du RN avant le RN, mais il sait précisément qu'aujourd'hui Wauquiez fait 5%. Hein, c'est son parti, alors qu'elle ferait dans les 25-30%. Donc il y a quand même dans cette bourgeoisie du 16e sarkozyste l'idée que, bon, il faut être raisonnable, il faut s'arranger avec eux. Sarkozy, ça fait des années déjà, 2-3 ans, qu'il lance des petites fusées comme ça, le RN, il faut être tranquille. Il le redit dans son bouquin, son dernier bouquin, et puis là, au moment des événements d'Israël-Palestine, alors là, c'est l'explosion, tout d'un coup. Le RN fait partie de la grande famille républicaine française, etc. Bon, j'arrive à la conclusion, ça va, je ne suis pas trop long. Conclusion, je crois que non seulement ils ont montré qu'ils savent porter la cravate et être propres sur eux, mais qu'ils seront demain de bons capitalistes. Ils sont servis par un air du temps un peu fatal sur « ouais mais on n'y peut rien, c'est foutu, ça va se passer comme ça, regardez l'Argentine encore, etc. » Donc il y a cet élément qui pèse et qui joue pour eux. Bon, et puis il y a l'argument, je le disais au début de cet exposé, sur la droitisation. Et moi je suis perplexe. Parce que c'est vrai que sur un certain nombre de sujets, il y a une évidence de droitisation de certains thèmes aujourd'hui dans la société française. Mais il n'y a pas que des idées de droite dans la tête des gens. Dans la tête des gens, c'est une bataille permanente entre certaines idées progressistes, certaines idées de droite. Moi, j'avais dans un édito que j'avais fait pour Cause Commune, pardon, il y a quelques mois, j'avais simplement énuméré certaines idées. Ça ne va pas être très long. Regardez, par exemple, 60% des Français trouvent la société injuste. 70% estiment que l'État dépend trop des grands groupes. Pour 57%, il faut prendre aux riches pour donner aux pauvres. Pour 57%, jugent que la notion de flexibilité est une menace. Bon, il y a beaucoup de thèmes encore. 89% sont contre les délocalisations. Et puis, aussi 97% des sondés, en l'occurrence c'était les salariés, trouvent que le salarié devrait donner son avis dans l'entreprise. Donc ces idées sont aussi dans la tête des gens. Et ces idées sont des idées de gauche, sont des idées communistes. Et je trouve qu'il faut que dans la bataille que nous allons avoir, parce que ça va durer, je pense, un certain temps et un certain nombre d'années avec eux, il faut qu'on soit plus offensif sur nos propres idées qui parfois sont déjà installées dans l'opinion. Voilà, je vais peut-être arrêter là.